Si je vous dis que tout va bien dans la lutte contre la corruption en Ukraine, mais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant son pluralisme politique et médiatique. Vous allez sans doute me trouver un peu caricatural, mais c'est pourtant ce que l'on a retenu en Ukraine des principales recommandations du rapport de progrès sur le processus d'élargissement que la Commission européenne a publié le 30 octobre. Dans le contexte de la guerre russe en Ukraine, le processus d'intégration européenne bat son plein, même si c'est à un rythme ralenti par rapport à 2023. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir de la manière la plus succincte possible sur les points marquants de ce rapport de progrès 2024. Et puis en comparant l'Ukraine aux autres pays candidats, on verra que l'élargissement, s'il doit avoir lieu, il n'est pas pour demain. Donc le 30 octobre, la Commission européenne a publié son rapport annuel sur les progrès du processus d'élargissement. Donc 30 octobre, je rebondis un peu tard, mais c'est quand même ça l'avantage avec l'Union européenne, c'est que c'est très lent et c'est vraiment dans le temps long. Et donc, les informations sont toujours d'actualité. Un rapport de progrès du processus d'élargissement, c'est un gros document. Dans le cas de l'Ukraine, ça fait une bonne centaine de pages, qui évalue le processus d'incorporation de l'acquis communautaire dans la législation du pays candidat. Donc, c'est un énorme travail technique qui vise à incorporer des milliers de pages de législation. Et dans le même temps, ces rapports de progrès sont aussi une occasion pour la Commission européenne d'émettre des recommandations par rapport au secteur politique, judiciaire ou économique. Ça, c'est pour être bien sûr que le pays reste en adéquation avec les normes, mais aussi les valeurs européennes pendant le processus d'élargissement. Et c'est aussi pour tenter de prévenir une dérive post-élargissement, comme ce qu'on a vu en Hongrie, actuellement en Slovaquie, ou pendant un certain temps en Pologne. Donc, l'évaluation technique de ce processus d'incorporation de l'acquis communautaire, ça donne ça. Évidemment, je n'entre pas dans les détails dans ce format de vidéo, mais ce tableau qui a été dressé par le média ukrainien Ukrainska Pravda permet de se faire une idée. Plus les cases sont vertes et plus le niveau d'incorporation de l'acquis communautaire est élevé, plus elles sont rouges et moins c'est le cas, avec dans le cas de l'Ukraine, une prédominance du jaune, et donc un niveau moyen d'intégration européenne. Et là, on parle d'évaluation préliminaire. L'intégration européenne, ça fonctionne par chapitres qui visent des secteurs très précis. Et donc, en publiant ce rapport de progrès, la Commission européenne a annoncé qu'elle ouvrira les premiers chapitres, donc concernant des fondamentaux, au premier semestre 2025. Et donc, on voit que c'est un processus très lent. Les dirigeants ukrainiens, ils restent toujours très enthousiastes quant à leur capacité d'intégrer l'Union européenne très rapidement, mais leur discours s'adapte aussi aux réalités. En 2023, la ministre en charge de l'intégration européenne estimait que son pays serait prêt d'ici 2025, donc en 2 ans. Maintenant, on commence à parler de 2030. Et très récemment, il y a eu un remaniement ministériel qui a fusionné les ministères de l'intégration européenne et de la justice, ce qui est potentiellement un garant d'efficacité pour incorporer ces milliers de pages de législation. Mais on est encore très loin du compte, d'autant plus que le rythme d'européanisation de la législation ukrainienne s'est ralenti entre 2023 et 2024. Et là, évidemment, on parle de l'adoption de lois au Parlement, mais il faut aussi considérer leur transposition dans les normes nationales et leur application effective. Et ça s'est ralenti. Je vais revenir à la fin de cette vidéo sur la question du rythme en Ukraine comme dans les autres pays candidats. Sachant que là, on parle d'un processus technique d'européanisation et qui vise à moderniser les institutions ukrainiennes, à lutter contre la corruption et donc à stabiliser ce grand pays qui fait partie du voisinage oriental de l'Union européenne. La question de l'adhésion à l'Union européenne, ce sera une décision politique qui devra être tranchée par les Ukrainiens mais aussi par les peuples européens au moment où les conditions techniques seront réunies. Et donc là, en ce moment, on parle vraiment d'un processus technique qui est évidemment dans l'intérêt des Ukrainiens, mais aussi dans l'intérêt des Européens. Donc comme j'ai commencé à le dire, dans le cadre de l'évaluation technique de ce processus d'élargissement, la Commission européenne regarde aussi les secteurs plus politiques. Et par exemple, dans ce rapport, elle a acté le fait qu'il n'y aurait pas d'élection avant la fin de la guerre et la levée de la loi martiale. Ce qui revient donc à avaliser la décision de Volodymyr Zelensky. Mais dans le même temps, la Commission européenne s'inquiète des contraintes qui sont imposées à l'opposition
et du fait que le pouvoir actuel ne lui laisse aucune place dans la vie publique. Et donc la Commission européenne demande au pouvoir actuel de laisser à l'opposition la possibilité de, je cite, remplir sa fonction. Aussi, c'est la première fois que la Commission européenne critique la prolongation du marathon télévisé. En Ukraine, on appelle ça le Téléthon, mais moi je l'appelle le marathon télévisé pour éviter la confusion avec le Téléthon français. Parce que en Ukraine, ce marathon, c'est une union des journaux télévisés de plusieurs chaînes afin de véhiculer un discours unique dans le contexte de l'invasion russe. Ces JT, ils n'ont pas le monopole de l'information, loin de là, puisque plusieurs chaînes de télévision ne font pas partie du marathon et que de toutes les manières, les Ukrainiens s'informent de plus en plus sur Internet ou encore sur Telegram. Mais selon la Commission européenne, la persistance de ce marathon financé par l'État est un danger pour le pluralisme médiatique. C'est la première fois depuis 2022 que Bruxelles se permet ce genre de critique, et ça montre donc que près de 3 ans après le lancement de l'invasion généralisée, eh bien Bruxelles réactive ce que l'on appelle la conditionnalité européenne, c'est-à-dire l'attribution de bons points, mais aussi d'assistance financière, contre des réformes structurelles et des résultats effectifs. Et donc très concrètement, la Commission européenne a mis en place ce que l'on appelle la facilité ukrainienne, la Ukraine Facility, qui est un paquet d'assistance de 50 milliards de dollars sur 4 ans, donc jusqu'en 2027, et qui est débloqué par tranches successives en fonction des réformes structurelles qui sont implémentées, des projets à soutenir et aussi des besoins budgétaires de l'Ukraine. Ça maintient une certaine pression sur les autorités ukrainiennes pour, dans le contexte de guerre, continuer à travailler aux réformes structurelles et éviter toute dérive autoritaire. Cela étant dit, ça n'est pas systématique puisque Kiev a déjà dit qu'elle prenait en compte les critiques de la Commission européenne concernant le marathon télévisé, mais qu'elle s'en fichait et que ce marathon télévisé durera jusqu'à la levée de la loi martiale. Et donc là, on voit une certaine tension qui se dessine et qui va probablement accompagner le processus d'intégration européenne dans les prochaines années, tout en prenant bien en compte que le contexte est tout à fait exceptionnel et dramatique pour l'Ukraine en guerre. Et d'ailleurs, le rapport de la Commission européenne, il tient compte de ce contexte et il met en lumière les pénuries de main-d'œuvre, donc pour beaucoup d'entreprises ukrainiennes, mais aussi le manque d'experts qualifiés pour mener à bien ces réformes. Et donc c'est juste pour dire que ce rapport est vraiment exhaustif. Et dans ces circonstances exceptionnelles et dramatiques, l'Ukraine obtient une très bonne évaluation de sa lutte contre la corruption. Corruption qui reste à un très haut niveau, le rapport ne le nie pas, mais qui est en baisse grâce aux réformes structurelles mises en place depuis 2014 et à l'action coordonnée des organes de lutte contre la corruption. Depuis qu'elle a été instaurée en 2019, la Haute Cour anticorruption, par exemple, a émis plus de 240 verdicts à l'encontre de juges, fonctionnaires, d'élus, et beaucoup de ces verdicts se sont traduits par des peines de prison. Ce que le rapport exprime, c'est une différence fondamentale entre les résultats de la lutte contre la corruption et la perception de l'Ukraine comme un pays irrémédiablement corrompu et véritablement sans espoir. Ce qui est une vision largement répandue à l'étranger, mais aussi en Ukraine même. Et dans le même temps que la publication de ce rapport, une mission de conseil de l'Union européenne en Ukraine a publié un sondage qui montre que 74% des Ukrainiens considèrent que la lutte contre la corruption, c'est la réforme principale qui doit être menée. Et après viennent les réformes liées à la sécurité nationale, au secteur judiciaire, aux polices et aux douanes. Et ce même sondage, je le dis en passant, confirme le très haut niveau de confiance des Ukrainiens pour des institutions comme l'armée, la garde nationale, les services de sécurité, et très faible pour le secteur judiciaire, le bureau du procureur général et les douanes. Et puis encore une fois, je le mentionne juste en passant pour parler justement des réformes, eh bien au niveau des douanes, il y a une réforme fondamentale qui a été initiée il y a quelques semaines, sous pression occidentale évidemment, pour endiguer des trafics de contrebande qui provoquent un manque à gagner d'environ 3 milliards d'euros par an pour l'État. Et voilà, ça c'est un exemple concret de ces réformes structurelles qui rentrent dans le cadre de l'intégration européenne de l'Ukraine. Donc je sais que ces sujets peuvent paraître techniques et distants, mais si vous êtes encore avec moi à ce stade de la vidéo, c'est que vous comprenez que ces sujets sont particulièrement importants
pour l'avenir de l'Ukraine, mais aussi pour l'avenir de l'élargissement de l'Union européenne, et qu'ils doivent être importants pour les contribuables européens. Parce que ce rapport, il montre que l'Ukraine, en plus de résister à la menace existentielle qu'est l'invasion russe, elle met en place des réformes structurelles et elle lutte contre sa corruption endémique avec un certain succès. Et donc ça doit quand même être rassurant pour le contribuable européen de savoir que toute cette assistance à l'Ukraine ne part pas dans un puits sans fond ou dans les poches de quelques fonctionnaires et élus corrompus. L'idée étant, et j'insiste encore là-dessus, qu'il est dans l'intérêt des Européens d'avoir un pays européanisé dans leur voisinage oriental, qui est compatible avec les normes européennes et qui est compatible avec les règles de fonctionnement du marché unique, et que la question politique de l'adhésion de ce grand pays à l'Union européenne, elle se posera plus tard, justement quand on aura atteint une certaine compatibilité entre ces deux entités, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc ce rapport nous confirme qu'il y a des réformes structurelles, qu'il y a de la lutte contre la corruption, et concernant les recommandations sur le pluralisme politique et médiatique, elles doivent être prises en compte, mais pour l'instant, dans le cadre de l'invasion et de la loi martiale, il n'y a rien de très alarmant. En fait, si jamais cette dérive continue une fois que la loi martiale est levée, eh bien là, ce sera vraiment inquiétant. Mais vraiment pas pour l'instant. Alors, je sais que je suis long, mais j'essaye pourtant d'être assez synthétique. Je vais terminer cette vidéo par un constat que j'ai déjà évoqué et qui justifie le titre de cette vidéo, l'intégration en pause, point d'interrogation. C'est que le rythme de l'incorporation de l'acquis communautaire s'est ralenti d'une année sur l'autre. Et ça vaut pour l'Ukraine, mais aussi pour les autres pays candidats, donc dans la région de la mer Noire, mais aussi dans les Balkans occidentaux. Et on peut se référer ici à cet autre tableau de Ukrainska Pravda, qui montre qu'aucun des pays candidats n'a atteint un niveau de vert flamboyant. Bon, en Géorgie, le processus d'adhésion, il est gelé, ça s'explique par les dernières évolutions politiques, mais même en Moldavie, où la présidente Maia Sandu a les coudées franches pour mener à bien son projet d'intégration européenne, eh bien le rythme d'adoption de l'acquis communautaire et de transposition des normes, eh bien il s'est aussi ralenti. Et ça vaut aussi pour les Balkans occidentaux, où par exemple la Serbie est très en avance, mais l'orientation actuelle du président Vučić ralentit un peu le processus, et ce qui fait qu'en fait la dynamique du processus d'élargissement actuel, elle est portée d'abord et avant tout par le Monténégro. Et donc ça c'est un constat qui a été fait par Ukrainska Pravda, qui estime que pour l'Ukraine, eh bien si on maintient le rythme actuel, il faudra des dizaines d'années pour être prêt à adhérer à l'Union européenne. Et ça, c'est très important, et je termine par là, c'est que cette fatigue de l'élargissement de l'Union européenne, elle se ressent bien évidemment parmi les États membres, mais on dirait que c'est aussi le cas dans les pays candidats. Ce qui évidemment doit interroger les Européens sur leur force d'attraction et sur les perspectives du projet européen. Bon voilà, j'en termine ici. J'ai été assez long et c'est assez technique, mais il me semblait que ça valait vraiment le coup d'analyser ce rapport de progrès et ses implications. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'heure, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve demain.